Alors, donc on continue notre flux avec de la sous-traitance. Je sais pas, il y a un bruit de fond qui est comme si qu'il y avait une personne à côté d'une route. C'est pas moi. Oui, là on dirait une voiture qui vient de passer. Ouais, celui-là, c'est pas forcément. La personne qui a une autoroute à côté, est-ce qu'il peut juste couper le son? Voilà. Merci. Alors, c'est parti. Donc hier, on était sur le flux de la sous-traitance et j'ai oublié de vous montrer un petit point qui est important, notamment quand on gère plusieurs versions de fabrication. Donc on est reparti. Allons faire un petit tour dans la fiche info achat, Manage Purchasing Info Record. Voilà. Dans la gestion des fiches info achat, on va chercher notre voiture électrique. Électrique. Electric Car. Voilà. J'identifie de la sous-traitance. Je vais dans ma fiche info achat. Hier, on avait utilisé l'application WebKey, la ME11, pour créer. Je vais en modification. Je vais dans les données d'organisation d'achat. Alors, c'est un des points importants aussi entre la différence entre l'application Fiori et l'application WebKey. Là, ici, sur cette application-là, vous devriez voir la version de fabrication qu'on ne voit pas quand on est sur l'application en mode Fiori. Pourquoi la version de fabrication est importante? Vous l'avez peut-être pas vu ou vous l'avez pas constaté hier quand on a créé la commande d'achat. SAP, lui, va regarder par défaut la première version de fabrication. Il fait le même principe pour un ordre de fabrication, à la différence près que sur un ordre de fabrication, quand vous faites une CO01, il y a un pop-up et il vous demande quelle est la version de fabrication que vous voulez choisir. Quand on est sur un flux de sous-traitance, si vous avez géré plusieurs versions de fabrication pour la prod ou pour la sous-traitance, comme il s'agit de la même typologie de nomenclature, SAP, lui, il ne se pose pas la question, il ramène la version de fabrication numéro 1. Or, nous, on veut que ce soit la version de fabrication 2 ou 3 ou 4. Donc pour cela, on a une zone à remplir et qui, malheureusement, donc c'est aussi encore une fois, alors une des limitations ou plutôt une des nombreuses fonctionnalités qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les applications Fiori, hein. Toujours le même principe, hein. Dans l'application aussi, dans l'application Fiori, hein, dans les conditions, on ne voit que le PPR0, on ne peut pas gérer les barèmes et on ne voit pas non plus, pour le moment, les autres types de conditions. Donc pour cela, hein, ça m'oblige à aller dans l'application WebGuide. On le sait, je fais la ME12, Change Purchasing Info Record. Je renseigne ma fiche info achat. Je fais surtout attention à toujours bien sélectionner sous-traitance, sinon il me dira qu'il ne voit pas la fiche info achat. Je vais dans la partie organisation d'achat et vous avez ici la zone version. Donc ici, je vais chercher la version. Donc là, l'utilité de bien mettre le petit texte qu'on a mis dans la tête. Et là, je lui dis la version de fabrication. Je sauvegarde. Je refais éventuellement un essai. Donc soit je passe par, hier on a fait Manage Purchase Order, l'application Fiori. Mais si vous êtes toujours familier de la ME21N, elle existe toujours, hein, dans le cloud public. Je fais la ME21N. Type, bah, c'est bien du NB, ça j'y ne touche pas.
Je mets mon fournisseur, je crois que c'était MWT, je crois. Voilà. Je renseigne ma voiture. Je mets une quantité de 1, entrée. Je n'oublie pas, donc, là ici, c'est mon imputation. Et dans la colonne qui est juste à côté, c'est là où je sélectionne le type de poste. Item, catégorie. Donc on est sur de la sous-traitance. Je fais entrer. Là, c'est là où vous voyez un matériel 292, mainly procured internally. Ça, c'est parce que comme je l'ai encore dit hier et je le répète aujourd'hui, dans le... Alors, tiens, je peux pouvoir vous montrer tout simplement. Autant mettre la parole. Alors, je finis de créer la commande d'achat et je vous montre où on gère toutes les informations sur le type d'article, notamment où on peut créer des nouveaux types d'articles dans le CBC. Donc là, je regarde, hop là, il me ramène bien ma fiche info achat. Vous voyez la différence par rapport à hier? Oui, non. Non. Hier, vous avez... Allez, c'est on est- grisé. Oui, oui. Non, En fait, hier, on n'avait pas le truc pour le dispatcher, en fait, sur comment dire, les nomenclatures n'étaient pas visibles, en fait, il fallait qu'on aille sur notre onglet pour trouver. alors, non. La- Hier, vous aviez 7 composants. Aujourd'hui, vous en avez 3. Voilà la différence. Parce que hier, le système a repris la nomenclature de production au lieu de reprendre la nomenclature de sous-traitance que j'avais créée. Donc, si vous avez, encore une fois, dans une entreprise, plusieurs alternatives, donc plusieurs versions de fabrication, et éventuellement de la sous-traitance qui vient se mélanger. Si au moment où vous créez la fiche info achat, vous ne renseignez pas, et uniquement dans l'hypothèse où vous avez plusieurs versions de fabrication avec de la sous-traitance, pensez à renseigner la zone version de fabrication. Sinon, par défaut, SAP vous reprendra la première version de fabrication qu'il trouve, à savoir la 001. Et donc, vous pourriez avoir le cas de figure où vous envoyez des composants qui n'ont pas à être envoyés aux sous-traitants. Donc hier, on aurait pu envoyer 7 composants au lieu d'y envoyer 3. Dans la fabrication interne, on a bien besoin des 7 composants, mais peut-être pour la sous-traitance, on ne lui envoie que 3 et le reste, c'est au fournisseur de les intégrer. Donc cette zone-là, elle est super importante. Après, le reste du flux reste le même. Je fais soit la ME2ON ou le cockpit de sous-traitance pour envoyer mes composants en sous-traitance. Ok. Ici, dans les composants, est-ce que je peux en supprimer encore? Ah, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu es ici en manuel, tu peux faire ici Delete. Tu as là aussi la possibilité, Collective Entry, de venir en ajouter d'autres. C'est-à-dire, ah ouais, non, mais là, c'est un cas de figure, il faut que je rajoute un composant de plus. Donc, j'ai cliqué tout simplement sur Collective Entry. Et là, je peux ajouter des composants. Je reviens Component Overview. Si je veux en supprimer, je les sélectionne, clic droit et Delete. Je suis bien dans la commande, là. C'est bien dans la commande. Donc, ce paramètre de clic droit delete, c'est un paramètre S-Pro. Pour tout vous dire, je l'ai déjà utilisé, ce truc-là. Et en fait, Ah non, c'est je, pas un paramètre S-Pro, non, c'est... Depuis la version R3, on peut toujours faire ça ici, hop, clic droit, Delete. sauf que dans la façon où je l'ai utilisé, c'était le CC. Oui. Je pouvais pas, je pouvais pas supprimer, et deux, si mes articles n'étaient pas dispo, je ne pouvais pas enregistrer ma commande. Ah oui, mais ça, c'est ton ATP check, ça, c'est différent.
Donc ça, c'est ton contrôle de disponibilité. Ouais. Tu as le contrôle de disponibilité, le fait de faire après un clic droit, ou où tu n'avais pas les autorisations nécessaires. Mais en soi, de faire ici clic droit et d'aller supprimer des composants au sein de la commande, parce que là, tu ne viens pas supprimer des composants de la nomenclature, tu viens supprimer les composants dans la commande que tu souhaites enregistrer. Mais que ici, hein, c'est-à-dire que, hop là, je fais ça, je fais save, hop là, je retourne, je vais en modification, je retourne sur mon item, dans mon composant. Tu vois, à tous les moments, tu vois, j'ai pas de particularité. Toi, tu devais avoir aussi en plus un contrôle de dispo que tu peux avoir. Parce qu'en plus, sur ton contrôle de dispo, tu l'avais, c'est-à-dire que le système te. Bah non, mais c'est qu'au niveau de ta ME2O que le système devait te bloquer. Je comprends pas. Il n'y a que quand tu avais ici des composants qui n'étaient pas disponibles, là, il te bloquait, c'est-à-dire qu'il t'empêchait de sauvegarder. Oui, on est en ECC. Ouais, mais même sur S4, parce que c'est la ME2O qui existe en ECC, la ME2ON qui existe, alors je sais, ouais, sur S4, mais là, c'est au niveau de la ME2O qu'on avait l'ATP check qui nous disait, bah non, tu n'as pas les composants, donc on ne peut pas les envoyer. Ah, ça peut être aussi un spécifique qui était fait dans votre système, hein. Attention, c'est Mhm. pas nécessairement le standard. Ok. Plus le delete impossible. Ça, c'est une question d'autorisation, oui. Ça, je pense qu'on oui, on t'avait enlevé les droits, mais parce que, alors, tu pouvais certainement, je pense, faire le clic droit, et si tu essayais de faire delete, il devait te dire que tu n'étais pas autorisé. Mais si tu me dis Mhm. qu'il ne voyait même pas le delete, ça me semble aussi improbable. Et si je regarde ici, detail entry, toc là, on a la partie size. Component availability. Donc tu devais avoir ici, je suppose après, c'est là que le système, là tu vois par exemple, il me dit que j'ai sur le 487, c'est manquant. Donc le système, quand il y avait un manquant, il t'empêchait de sauvegarder. Mhm. D'accord. Ok. Bon, c'est pas, moi j'ai jamais mis ça en place en termes de blocage, mais pourquoi pas. Après, on peut tout faire dans les user exit, hein. Donc, Ok. mais c'est-à-dire que, ouais, mais le souci, c'est que si vous bloquiez ça, c'est-à-dire qu'à un moment, comment, alors le système maintenait des demandes d'achat en sous-traitance que vous pouviez jamais convertir en commande de sous-traitance. Tant qu'il n'y a pas du stock pour faire qu'un envoi. Donc vous attendiez que les gens, que la DA, enfin que le besoin de sous-traitance sur les sous-ensembles génère les demandes de réassort, que vous réceptionnez les composants pour pouvoir à ce moment-là convertir l'ADA en commande. Je crois que c'est ça, oui. Ok. Alors, si on retourne dans le CBC, pour aller voir les différents points de paramétrage, Manage your solution. Hop, hop. Toup, toup. Alors, tout que là, dans le CBC, je vais être toujours dans la partie Configuration. On attend qu'il charge l'ensemble des points de paramétrage. OK. Alors, Material Type. Hop là. Donc,
General Business Data, Product, Materials, Central Configuration for Material Type. Donc là, les deux points importants, hein, c'est Define Attribute for Material Type. Donc c'est là éventuellement que vous pouvez venir créer un Z de FERT, un Z HALB. Donc on retrouve bien les caractéristiques. Donc là, pour comprendre, donc là on est sur, par exemple, notre voiture électrique. Si je double-clique dessus, je clique ici, je vois ici Finish Product, donc je sais que c'est du FERT. Donc si je regarde le FERT, je regarde dans le détail du FERT. Vous avez ici les tranches de numéro interne ou externe. Vous avez aussi, notamment si vous allez voir un CAMAT, bah, vous verrez qu'il y a la petite zone qui est cochée Material is configurable. Les vues que vous avez lorsque vous... Et ça ici, l'information en termes internal, external, purchase order. Alors, quand on dit external pour purchase order, c'est bien une commande d'achat. Et internal, du point de vue de SAP, internal, c'est bien la fabrication interne. Et donc là, ici, en système, hein, quand on est sur un type de FERT, on lui dit avec le petit 2 que internal purchase order allowed. OK, donc ça, c'est que la fabrication interne, elle est autorisée. Et que le petit 1, external purchase order allowed, but warning issued. Donc c'est pour ça que vous avez ce petit message qui vous dit quand vous faites une commande d'achat, SAP, par défaut, dans le standard, on lui dit qu'un FERT, c'est nécessairement de la fabrication interne. Lorsqu'on fait, par exemple, de l'achat-vente, on va te dire, bah non, n'utilisez pas un FERT, utilisez plutôt un AWA. Voilà, donc c'est pour ça que dans la configuration standard de SAP, le fait que vous ayez ce petit message warning, c'est uniquement parce que dans le paramétrage, on a cette information-là. External purchase order allowed, but warning issue. Pareil après, hein, pour tout ce qui va être, je tape ATP. Donc là, on a l'ATP pour les STO. Après, on va avoir tout ce qui est la partie Demand and Supply Availability Check, Product Availability, Product Availability. Donc, on va retrouver, donc notamment ici, bah, dans la configuration du contrôle de disponibilité, avec à chaque fois bah, le contrôle de disponibilité, donc on va le voir, hein, qui est associé avec la clé. Donc, cette clé-là, donc quand vous avez ici, je me repositionne par exemple sur la vue MRP. MRP2. Donc, par exemple, je vais regarder ici, Availability Check. J'ai la clé SP. Quand je vais lire après dans... Ici, j'ai tout ce qui concerne. Donc là, moi, je regarde d'abord SP. Après, je vais avoir donc, le contrôle de disponibilité, vous voyez, avec à chaque fois des règles de contrôle. Good issue, sales order, make to stock, delivery, production. Et donc, notamment, tout ce qui va être, bien sûr, des fois sur la partie STO. Donc là, c'est pour la partie prod. Les ordres de service. Pour les sales orders, les livraisons sortantes. Donc là, vous avez le package pour tout ce qui est en dehors des STO. Après, c'est toute cette partie-là sur l'ATP. Donc là, on retrouve les fameux, ce qu'on voit tout simplement ici, le SP. Donc si demain, que je me mette sur la bonne zone, je sors d'ici. Je retourne sur... Donc ici, le système demain, je pourrais très bien dire, je veux créer je prends le SP, je fais copier, je mets un ZP, et là, je viendrai gérer mes propres règles pour dire, comme on l'a vu la dernière fois, hein, c'est-à-dire, tiens, moi sur le ZP avec du P1, on prend en compte le safety stock. OK.
Donc, de cette façon-là, après, j'ai la possibilité de gérer des règles qui sont propres. Je sauvegarde, oui. Je valide. Je le mets dans un AT, hein. Je n'ai plus besoin de cet écran-là. Je n'ai plus besoin de celui-ci. Je n'ai plus besoin de celui-ci, ni celui-ci. Après, je prends par exemple sur les sales orders. Je fais copier. Je vais chercher par exemple ma clé ZP. Et après, je me fais plaisir. Je gère ce que j'ai envie de gérer. Bah, pareil aussi, hein, toc, toc, toc. Je peux aller, voilà, je peux aller tout modifier. Je fais copier. Ah oui, du fait que je l'ai copié, c'est vrai que oui, il m'a repris à la fin. Hop là, quand je l'ai fait par copie, voilà. Donc vous avez ici après toutes les clés qui vous sont propres et vous gérez les paramètres. Donc c'est toujours ça, hein. Ne jamais, hein, même pareil, hein, dans le SPRO, ne faites pas, je vais ici, je fais ça et je fais ça. Non, interdit. Dès que vous modifiez quelque chose qui est standard, donc ça c'est le standard, non. Faites toujours, je copie et je crée mes règles. ZP. Après, vous pourrez affecter ce ZP dans la fiche article. Donc si je suis ici et que je regarde là maintenant, j'ai mon ZP. Là, c'est bon. Donc, le jour où vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien revenir et savoir ce qu'il y avait dans le standard, bah, si vous avez fait les modifications. Alors certains pourraient dire, oui, mais donc on a toujours l'historique des modifications dans le SPRO. Ah bah oui, mais bon, à chaque fois, si vous devez faire, OK, je retourne dedans et je vais regarder mes changelogs pour savoir ce que j'ai fait, ce qu'il y avait avant ou après. Hein. Donc là, par exemple, hein, dans le zlog, bah, on voit que le user, moi-même, à 17h24 et 24 secondes, bah, il est venu insérer la clé ZP. Donc ça aussi, hein, ça vous permet toujours de savoir qui a fait quoi dans le CBC. C'est exactement la même chose, hein, dans le SPRO. Donc vous avez un changelog qui vous permet de savoir quelles sont les personnes. Notamment, c'est le cas de figure, si une personne venait à faire une modification, elle supprime l'ordre de transport en pensant que on ne verra pas ce qu'elle a modifié. Ah bah, dommage, hein, il y a toujours aussi un historique. Alors, contrairement à, pour certains qui maîtrisent le sujet, quand on est sur une solution en on-prem, on peut aller dans les tables, parce qu'il y a une table qui est derrière, pour aller purger les entrées, on peut aller très loin. On ne peut pas le faire dans le cloud public. Donc, dans le cloud public, une fois que vous avez fait quelque chose, il faut l'assumer. Donc, il y a des points de paramétrage Vous aussi. pouvez remontrer juste, pardon, la tuile qui vous a amené là, au changelog là? Ah, c'est. Alors, quand vous êtes, hop là, dans n'importe quel point de paramétrage, vous faites Utilities, Changelog. Donc, dans n'importe quel point de paramétrage SAP, vous faites Utilities, Changelog. Vous définissez la période dans laquelle vous souhaitez faire l'analyse pour vérifier ce qui a été modifié. Je fais exécuter. Et j'aurai les informations. Très bien. Donc, hier, on a envoyé en sous-traitance les composants. Cas de figure, on va regarder aussi là, dans la commande d'achat, on en a une autre, ME22N. Je vais ici. Je regarde ici mes commandes d'achat. C'est la 751 que j'ai sauvegardée. OK. On sait que sur celle-ci, on a le composant qui est manquant. C'est, hop là, je crois que c'était le 163. On
a aussi le petit bouton ici pour la TP check. Non, ici j'ai bien des comptes, j'ai assez, j'ai 150, ok, là j'ai... Ah, ça c'est nul quand c'est sur les applications en WebGuy. Dès qu'on revient en arrière, il nous revient tout le temps sur le menu précédent. Hop là, ma commande d'achat, 751, item detail, material data, component. En modification, le document overview, j'en ai plus besoin. Composant. Ok, donc là, ici, j'ai bien mes 150. Voilà. Chaque fois. Migration. Non, c'est pas migration. Pourquoi j'ai migration cockpit en tête? Subcontracting. Monitor subcontracting document. Ça aussi, mais nous, c'est pas subcontracting cockpit. Alors, vous pouvez aussi taper ceux qui sont ME2ZON. Donc, ça renvoie à display. Donc, ça, on retrouve exactement ce qu'on avait avec la ME2ZO, puis la ME2ON. Donc, ça, c'est la version WebGuy qui fait exactement la même chose que l'application Fiori Subcontracting Cockpit. Donc là, je pourrais dire, voilà, component provided. C'est ma voiture électrique. Donc, soit 1, 2, 3, vous entrez assembly, donc c'est le produit que le fournisseur va vous assembler, ou bien mettre les composants provided. Donc là, si je fais 292, je fais exécuter, il va m'afficher les 3 lignes. Ça correspond aux 3 composants que je dois envoyer. Donc j'ai bien le wheel, l'engine, la carte. Et je devais avoir peut-être un reliquat sur la commande d'hier. Donc à chaque fois, je peux visualiser au travers des commandes d'achat. Donc j'ai la 751, toujours la 751, la 750 et la 750. Donc si je veux envoyer, même principe qu'hier, plusieurs, je peux sélectionner du moteur, du engine. Alors, toc là, toc là, toc là. Postcode issue. Donc là, il me ramène les différents éléments. À moi d'aller chercher au niveau de la location. Ok, moi j'ai dit, tu vas me chercher tout dans le magasin central. Hop là, KP01, KP01, KP01. Je fais le petit contrôle. Ok. Là, il me donne. Hop, il y en a un. Si là, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de composants. Là, j'ai du rouge. Donc pareil. Là, il me demande d'entrer un lot. OK, donc c'est à moi d'aller renseigner le lot. Quand vous faites ça, le point aussi très, très important, ici, c'est vous ne dites pas à SAP, va me chercher le lot où il y a du stock. Là vous dites juste à SAP, affiche-moi les lots qui ont été créés pour cet article-là. Si vous regardez bien, ici, vous n'avez pas d'information, c'est batches with stock. Non, là, vous ne l'avez pas. Donc là, si je fais ça, il va me dire, voilà, tu as le lot 24, 38, 122, 123. Donc après, c'est au petit bonheur la chance. Si vous faites ça, en espérant que le système vous ramène la bonne information. Si je fais le petit contrôle, pour l'instant, il ne me dit rien. Là, donc, je vais créer le document pour là, pour lui et pour lui. Create document. Donc là, le système, il vous dit tout simplement, il a bien créé en fait un doc article, il a bien effectué l'envoi en sous-traitance, mais il ne l'a pas fait pour l'article 487. Parce que le lot 95, lui, sur le 186, quand il dit il n'existe pas, c'est surtout qu'il n'y a pas de stock. Donc si je fais ici,
Voilà, là c'est au vert, c'est ce qui a été envoyé. Et donc les informations qui ne le sont pas. Donc si je veux à la fin réceptionner ma commande d'achat, soit la 751 ou la 750, il faut absolument que j'ai pu envoyer à un moment ou à un autre les composants. Faisons le cas de figure. Là, par exemple, je crois que c'était sur celle qu'on a fait hier, hein, la 750, on a envoyé tout compte fait qu'un seul composant. Si on a le moindre doute, on revérifie. Je fais la M23N, par exemple. Oui, vous Je vais, avez tout supprimé. voilà. Mais comme ça habitue hop, à savoir naviguer assez rapidement dans les différents. Je fais ça. Je regarde ici, données, les composants, et j'ai le 282. Donc, si je veux pouvoir réceptionner la 292, regardons, par exemple, moyen très simple, je consulte les stocks. Pareil, vous avez plein d'applications. Soit je fais la MMBE, tout simplement. Je regarde sur le code article 252. Je fais entrer, exécuter. Nous, on a besoin, donc dans notre commande d'achat, c'était bien, non, est-ce que c'était pas le, non, 282? Voilà. Donc, dans le 282, OK, le engine. Je vois ici sur la ligne stock provided to vendor. Donc, stock mis à la disposition du fournisseur. D'accord. Le stock en sous-traitance. Voilà. Stock sous-traitance, c'est voilà. Donc, je vois bien que ma commande d'achat était bien avec le fournisseur MWT. J'ai bien des éléments qui me permettent de pouvoir réceptionner. Si un jour vous dites, je fais une réception d'une commande d'achat de sous-traitance et éventuellement le système vous met un message qu'il n'y a pas de stock disponible, votre réflexe doit être toujours de dire, je vais regarder déjà quelle est la quantité de stock qui a été mise à disposition de mon fournisseur. Donc là, la 750, je pourrais la réceptionner. Faisons le cas de figure. Donc je rappelle le flux. On a créé une commande d'achat qui nous a permis d'envoyer du composant ou des composants à un sous-traitant. Le sous-traitant réalise l'opération, récursive ou non, et nous restitue un produit fini. Donc, la commande d'achat nous sert surtout à réceptionner le produit fini, à consommer les composants qui ont été envoyés au sous-traitant par rapport à une nomenclature. Donc, je vais faire soit l'Amigo, soit l'application Fiori de réception. Donc, on réceptionne de la même façon une commande en sous-traitance d'une commande d'achat classique. Donc là, si par exemple, je fais post good. Ça va mettre à jour les stocks, tous les stocks. Oui, ça fait, on va le voir, il y a ce qu'on appelle une opération, il y a deux opérations en une. Le système va faire un code mouvement de consommation des composants sous-traitants et une réception sur le produit fini. Donc, on fait un mouvement 541 pour envoyer en sous-traitance. Là, par exemple, je regarde sur MWT. Là, il y en a quand même un paquet. C'est la 750. Ouais. Donc, là, ici, ce qu'on voit, donc là, il y a un petit bandeau. Donc là, le système, il y a une gestion par lot. On fait attention aussi parce que on a la petite zone Auto-Created Serial Numbers. Donc, si on la coche, c'est que on dit au système qu'on génère automatiquement un numéro de lot. Enfin, là, ici, on dit au système de générer automatiquement un numéro de lot. Et ici, en cochant la case, qui génère automatiquement les numéros de série. Je regarde après. Le point important, vous ne l'avez peut-être pas vu. Je reviens en arrière. Je fais hop là.
Cancel. Ici, point important. Component. Vous voyez, il y a un petit V. Là, ça vous donne l'information. C'est la même chose que, alors pour ceux qui connaissent l'Amigo, vous avez une sorte de petit plus qui vous permet d'ouvrir et de fermer un écran. Je vais vous montrer les deux cas de figure pour que vous voyez à quoi ressemblent les deux écrans. Donc je vais dans le détail de mon poste et je descends et je vois bien dans la partie composants le fameux engine avec la quantité. Je pourrais très bien, hop là. Donc là, on a une quantité de 1. Mais si vous ajustez la quantité, parce que vous pouvez très bien avoir une commande de sous-traitance avec 10 pièces et vous n'en réceptionnez que 5. Automatiquement, SAP va mettre à jour, il va ajuster la quantité de produits finis versus la quantité de composants pour les 5. Donc, là, ici, on réceptionne. Donc là, vous voyez, le système va automatiquement faire un good issue subcontracting stock. Donc, il va sortir du stock ces éléments-là, donc mon moteur, et il va réceptionner une pièce sur le 292. C'est parti. Alors là, la seule chose qu'il me demande, SAP, c'est un numéro de série, donc je peux renseigner. Alors, ah non, là, il y en a 1000 à renseigner. On va peut-être pas en faire, bon, bah voilà, hein, sinon on y va y passer du temps. Donc, je coche ici Auto Create Serial Number. Attendez, juste, Oui, là, on va faire la good issue pour les subcontract pièces là. Mais elles sont bien sorties déjà du magasin, puisque non, j'ai. tu les as sortis pour les mettre à disposition de ton sous-traitant. Donc là, elles ne sont plus dans ton stock, elles sont chez ton sous-traitant. C'est comme si que tu étais dans de la fabrication et que tu faisais une CO27, que le sous-traitant te disait, voilà, moi j'ai bien consommé les composants. Boum, il n'existe plus, c'est pour qu'il te dire, au moment où tu vas réceptionner ton produit fini, c'est comme un ordre de fabrication, tu vas consommer en même temps, comme si c'était du backflush, je réceptionne le produit fini et j'enlève du stock qui a été mis à disposition du fournisseur parce qu'il les a consommés. Donc lui, il a utilisé le moteur pour faire ta voiture électrique. D'accord, ça se fait à réception du produit fini. Tout à fait. À réception du Mais, produit fini, il consomme comme si c'était du backflush. ok, mais j'ai quand même une trace quelque part d'avoir envoyé les dites pièces au Oui, fournisseur. c'est ce que tu as fait avec l'application que je vous ai montrée hier, que ce soit sur la ME2ON ou le Subcontracting Cockpit. Il t'indique bien que tu as mouvementé Ok, des pièces vers ton sous-traitant. Tout est historisé. Dans ta En commande fait, c'est d'achat, comme du staging, en fin de compte. oui, oui, c'est ça. oui, mais tu ne le vois pas dans ta commande d'achat. Ta commande d'achat, elle sert à indiquer que tu as besoin d'avoir un produit fini avec des composants que tu vas mettre à disposition. Le cockpit de sous-traitance te permet de faire le suivi de ce que tu mets à disposition et du stock chez ton sous-traitant. Et ta réception, elle va consommer ce que le fournisseur, lui, t'a indiqué. C'est-à-dire que là, le fournisseur, il ne va pas te dire, moi, j'ai consommé que 5 pièces au lieu de 4. Tu as une nomenclature, le système se base sur cette nomenclature-là. C'est clair. Donc, je fais ici post. Donc là, le système, alors, the system status, ok, item catégorie, hop là. Alors, no code possible. Bon, on va regarder des fois, parce que des fois dans celle-ci, on n'a pas. Ou c'est peut-être parce qu'avec 1000 numéros de série, des fois, il n'aime pas ça, SAP. Alors, on va regarder. Il nous dit qu'il n'arrive pas à faire la réception. Donc, on va regarder ce qui ne va pas dans notre commande d'achat. Hop là. Hop. My purchase order. Là, 750. Regarde, la première chose que je fais, c'est ça. Toujours. Là, le système, hein, c'est simple. Il nous dit, bah, vous, avec cette sous-traitance-là,
la réception se fait sur une livraison en 30. Alors, donc là, pour les besoins du test, non, j'ai pas envie de faire une livraison en 30, donc je fais ça, et j'enlève ici Je fais comme la ça, partie. je- Voilà. Après, l'autre point qui peut être bloquant, c'est je regarde si éventuellement j'ai pas un flexible workflow. Donc là, c'est la bon, elle est bien en automatique. Donc c'est parfait. Comme ça, hop, je vous montre aussi Question, si j'utilisais l'Amigo, ce qui est exactement la même chose que je faisais. Donc, même principe, hein, je mets 4000, tac, 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 tac. Ah ouais, la seule différence, c'est que celle-ci, ça oblige tout, c'est 570. Il doit avoir un 0 de trop. Non, non, c'est pas la 570. 750. 450. 750. Tac, là. Donc, on retrouve donc notre voiture électrique. Là où vous aviez la colonne Components avec le petit V, bah ici, c'est cette petite zone-là, hein. Donc, je vois ici, je clique dessus et le système me dit, bah voilà, je réceptionne 1000 et je consomme 2000. Si je regarde ici, hop là, where. Donc là, il va faire un 543 O pour Good Issue Subcontracting Stock. Donc, pour dire, je consomme les 540, donc avec le mouvement 543, les 2000, et je réceptionne sur mon voiture électrique 1000. Alors, même principe, hein, là, je fais attention au niveau du serial number. J'ai exactement les mêmes choses, hein. Je coche ici en automatique. Je fais mon petit check. On va bien voir si il est content, il n'est pas content. Il me génère automatiquement le lot 254, hein, parce que mon véhicule est géré par lot. Je fais post. Je ne sais pas si j'ai fait tourner le translateur de période. C'est quoi le translateur peut-être? Ce qu'on appelle le translateur, le MMPV ou le Close Period for Material Master. Ok. C'est-à-dire que chaque début de mois, vous devez logistiquement fermer la période antérieure pour ne plus enregistrer de stock sur mars. Et après, le contrôle de gestion ou la finance ou la comptabilité va faire la même opération du point de vue des périodes comptables avec historiquement ce qu'on utilisait la OB52. Mais maintenant, tu as une autre application dans Fiori qui te permet aussi, voilà, donc les logisticiens font la MMPV ou ce qu'on appelle Close Period for Material Master et la comptabilité fait la même chose pour ouverture, fermeture. Alors, il y a souvent un décalage parce que les logisticiens, eux, font vraiment ça le premier jour du mois, alors que les comptables, de fois, ils ne font pas forcément la clôture de la période antérieure le premier jour du mois. Des fois, ils le font le 2 ou le 3. Pareil pour les achats, je crois, hein. Bah, les achats, c'est le translateur de période, hein. Tout ce qui est sur cette partie-là, tout ce qui concerne la logistique et la partie document-article, c'est le MMPV ou l'application qui s'appelle Close Period for Product Master. Donc ça, c'est l'application que vous batchez automatiquement. Voilà, ici, par exemple, Schedule Job for Closing Period pour la société voilà, KPC. Donc là, c'est tout le job, il a tourné. Donc là, il y a eu des logs. Peut-être que ouais, pour certaines sociétés, voilà, voilà, c'est bien exécuté correctement. Donc pareil, hein, aussi point super important, euh, quand vous êtes sur des systèmes productifs, un job, vous ne le créez jamais sur un compte user. Qu'importe, dans n'importe quel système, un job doit être créé avec un compte, ce qu'on appelle soit admin ou un compte de service,
Pourquoi? Parce que Michael Keno ou vous-même, vous allez ne faire que passer dans une entreprise. Et donc, à un moment ou à un autre, peut-être que votre compte va être bloqué en fin de validité. Et donc, vous pourriez avoir tous les jobs qui sont rattachés à votre compte qui vont se mettre en erreur. Oui, Marius. Ouais. En fait, j'avais une question, mais fini. C'était une question qui était précédente. Par rapport à quand tu voulais faire ta réception et tu avais un message, et du coup, au fait, tu as dit, bon, une première fois, en fait, l'erreur pouvait venir au niveau de la clé de confirmation. Et deuxième, tu m'as dit, un workflow flexible. Workflow flexible, c'est quoi? Au fait, ça veut dire c'est une validation de la commande par quelqu'un? C'est Oui, quoi? tout à fait. C'est ce qui Ah, remplace ce que vous aviez ou ce qu'il y avait avant, hein, avant les flexible workflows. Vous aviez la gestion des approbations qui se faisait avec ce qu'on appelle la classe. Donc, tu la faisais une classification, les trucs CL02. comme ça? Ok, ok. Ouais, vous faisiez la CL01, enfin plutôt. Mhm. Vous utilisiez les classes mises à disposition par SAP avec les caractéristiques. C'était 04. Ok, Et après, vous alliez gérer ces caractéristiques-là. d'accord. Ok. Maintenant, alors, la CT04 et la CL02 existent toujours du point de vue des caractéristiques, notamment pour gérer tout ce qui va être la partie VC, pour variant configuration. Par contre, la ME29N ou la ME28, si je fais par exemple la ME28, n'existe plus dans le cloud public. Donc, toutes les transactions type sur ME28, ME29N, ME59N n'existe plus et on doit gérer les flexible Workflow. workflow D'accord. for purchase requisition, for purchase order, etc. Voilà. Donc on gère ces flexible workflow. Ok. Là, voilà. Donc ici, c'est cette partie-là. Donc ici, il y a un flexible workflow qui est actif pour les STO et il y en a un deuxième, si je regarde là rapidement. Je vois que New Automatic Release of Purchase Order. Qui c'est qui a créé celui-ci? Parce que là, en plus, lui, il est automatique. Donc, celui-ci, donc dans S4HANA, il faut toujours laisser celui-ci, soit Automatic Release of Purchase Order, actif. Pourquoi? Parce que si vous le supprimez, vos commandes resteront toujours dans un statut pending. C'est-à-dire que Ah, si vous ne mettez pas ou si vous venez à supprimer celui-ci, il considère que la commande ne sera jamais approuvée. Donc, elle reste tout le temps en statut, en attente d'approbation. Donc, à minimum, vous devez toujours laisser automatic release et à partir du moment où vous gérez après des workflows comme celui-ci, là, par exemple, j'ai activé un workflow. Donc là, je peux voir ce workflow. C'est si je viens à créer un type de commande UB ou un type de commande UD. Grande différence ici, Stock Transport Order UB, c'est du STO sans livraison. sans livraison, oui. Et le UD, c'est Stock Transport Order Delivery Note. Donc on passe avec une livraison sortante et une livraison entrante. Et vous verrez après le NBIC. Et lui qui est en fait le STO cross company, donc pour faire de l'intercompagnie. Parce que vous avez aussi après, dans le cloud public, le standard intercompany process et le advanced. Et ça, il est soumis sous licence additionnelle qu'on n'a pas dans le bac à sable, mais qu'on a dans le Learning Hub. Donc, on a réceptionné donc notre commande. Donc, si je vais voir, première chose, je regarde en premier dans ma commande d'achat. Voilà, dans la fameuse 750. Donc, je vais avoir mon historique de réception qui va se mettre à jour. OK. Je regarde pour Purchase Order History. OK. Donc, je vois bien que j'ai fait un mouvement de réception. Après, ici, donc là, j'ai la partie. Donc, donc là, il m'a généré tous mes numéros de série. Je regarde ma pièce comptable. Donc, je vais avoir mon 408 qui va être alimenté en attendant de faire mon contrôle réception. Enfin, plutôt mon contrôle réception de facture.
Même principe, cette fameuse facture fournisseur, on va encore la saisir que pour 5 mois. Et pourquoi on va la saisir encore que 5 mois? Qui a la réponse? C'est quoi la question? Facturation électronique? Tout à fait. À partir du 1er septembre 2026, Ok. La nouvelle réforme de... Ok. tout à fait. Que ce soit pour la micro-entreprise ou la multinationale, il n'y a plus de facture papier qui doit transiter. Donc, toutes les factures devront être dématérialisées. Donc, dans SAP, on va vous dire d'utiliser DRC, qui est la boîte à outils qui permet d'intégrer automatiquement ce que vous avez peut-être entendu parler avant d'utiliser, par exemple, Vendor Invoice Management, SAP Vin, by OpenText, ou ITsoft, ou Esker. Tout cela faisaient déjà ce travail-là. Ou SIM pour Central. SIM et OpenText et Vim. Oui. Alors, Vim est remplacé par SIM, qui est Central Invoice Management. Et donc, après, si on veut avoir un outil qui n'est pas forcément l'outil SAP, hein, ça peut être parce que ce qu'on appelle ce qui remplace le PDP, le PA, ce qu'on appelle les plateformes administratives, bah, après peuvent très bien utiliser un autre outil que celle de DRC. L'important après, c'est que la facture soit dématérialisée et soit rematérialisée. Donc en soi, l'existence même de faire l'opération que je vais faire là sous vos yeux, create supplier invoice, bah, va être automatiquement réalisé en automatique. Alors, pas comme un flux XML ou un IDOC. La seule chose, c'est que bah, ça arrivera que des factures, quand elles vont arriver, aient un souci. Un problème avec l'IBAN, un problème, je ne sais pas, avec les coordonnées bancaires. Donc, ça sera le même principe, hein. C'est-à-dire que si vous savez, quand vous saisissez une facture fournisseur en manuel, bah, après, vous savez se dire, ah bah tiens, la condition de paiement, est-ce que toutes les dates, le système n'arrivera peut-être pas. Alors, ça ne devrait pas parce que les factures vont être émises d'un système informatique vers un autre système informatique. Ça va être plutôt pour tous les petits micro-entreprises qui devront arrêter de faire des factures avec Excel. Donc, la source d'erreur, il n'y en aura plus. Donc là, en attendant, hein, on va continuer à faire bah, la bonne vieille saisie, hein. Référence, test. Donc là, hein, dans le cas de la sous-traitance, on vient 226 800, 226 800, saisir ce que on a préalablement renseigné, hein, c'est le prix issu de la fiche info achat de sous-traitance. Donc le fournisseur nous a communiqué que pour réaliser bah, la voiture électrique par rapport aux composants qu'on lui a fournis, ça a une valeur de 226 800. Donc pareil, hein, est-ce qu'il y en a qui ont créé des banques? Non, je crois qu'en plus sur ce fournisseur-là, donc j'aurais dû créer une banque allemande. Parce que là, ça va être pas mal, parce qu'en plus, on s'alimente en plus pour faire ce qu'on pourra faire la semaine prochaine, c'est faire dans ce cas-là aussi la déclaration d'échange de biens, puisque là, on a fait de l'import sur de la sous-traitance. Donc en plus, là, c'est pas mal, hein, c'est de la sous-traitance avec un fournisseur allemand. Donc nécessairement, la réception qu'on a faite, donc il y a eu un passage de frontière entre l'Allemagne et la France, et donc on va devoir faire une déclaration d'échange de biens. On verra aussi hein, la déclaration de TVA, aussi, qui est importante. On pourra aussi faire de la DAS 2, de la déclaration d'honoraires. Comme c'est des sujets que j'ai en ce moment, hop là.
Do you want to create a non? Donc là, la boucle est bouclée. On va juste vérifier une chose au niveau du stock individuel. Donc single stock. Si je regarde maintenant ma voiture électrique, je devrais avoir plein de voitures électriques en stock. Electric car. OK. Je regarde ici, donc sur le lot 254, j'ai bien mes 1000 voitures électriques. Je pourrais regarder, faire ici Display Serial Number pour voir ces numéros de série qui ont été générés. Donc là, je vois tous les numéros de série à réception qui ont été créés automatiquement par le système. Si je reviens en arrière, donc je vois que, alors là, on a fait un numéro de lot. Alors typiquement, là, quand on est sur du véhicule, c'est assez rare qu'on ait à la fois une gestion par lot et des numéros de série. De façon générale, des fois, on ne combine pas forcément les deux. On va avoir soit des lots, soit des numéros de série. Mais là, encore une fois, on est dans une base, dans un bac à sable, on peut tout faire. Est-ce qu'on peut juste, s'il vous plaît, retourner dans la commande et voir les documents qui ont été générés? Puisqu'on a tout. Alors, ce que tu vas voir dans ta commande d'achat, c'est Historique. le doc article qui correspond au mouvement de réception. Non, mais dans la Fiori, pour voir les documents. Ah, ça va être le même. Tu vas voir exactement la même chose que ce que tu vois. Manage, purchase, order. Nous, c'était hop là. Tac. Hop. Donc là, on nous donne tout de suite l'information qu'il y a bien du follow-up. Donc il y a bien eu des documents subséquents qui ont été créés. Hein. Donc je vais dans la partie item, je vais dans mon poste et je vais dans la partie process flow pour voir l'équivalent de historical. Alors là ici, hop là, business process flow. Donc je vois ma commande d'achat, mon doc article de réception, ma facture fournisseur. Je veux consulter mon doc article, je vais tout simplement dessus. Le système bascule automatiquement sur l'équivalent de la MB51, mais là c'est Material Document Overview. Ici, même principe, je vois les numéros de série qui ont été générés, Process Flow, ça me permet d'aller voir notamment la pièce comptable qui a été générée sur la base de mon document article, le accounting document. D'accord. Et l'historique, on le voit où là? Dans l'article, dans la commande. Il faut aller dans... Donc quand vous êtes toujours... L'historique est toujours au niveau de l'item, donc au niveau du poste. Donc vous allez dans le poste et tu as ici, pour descendre tout en bas, tu fais juste ça. Business, Process, Flow. C'est la dernière tabulation. Business, Process, Flow. Et on a exactement ce qu'on a dans l'historique de commande quand on fait un M23. Oui, tu vois ton doc article de réception et ton contrôle et ta facture fournisseur. Avec les mouvements qui vont avec. Ah bah après, bien sûr, si tu vas dans ton doc article, si tu fais, je vais ici, pour voir le détail de mon document article. Je vois 543 et les 101, c'est ça? Tu vois ici ton code mouvement, ici, 101 et Et les 543. Ok. Alors, la seule chose pour les gens qui sont fans du fichier Excel dans SAP, sachant que ici, dans beaucoup de choses, vous voyez, dans les colonnes, SAP concatène la description et le code article. C'est-à-dire qu'à chaque fois que si vous faites dire, bah tiens, je voudrais récupérer tout ça, faire du CTRL-C, CTRL-V, sachez que dans les colonnes, il met vraiment comme ça. C'est-à-dire que vous avez la désignation et ça. Bon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est relativement simple. Vous balancez, si vous avez 10 000 lignes, tu lui dis, bah non, enlève-moi la désignation et conserve-moi que le code article.
vous dis ça parce que j'ai eu un cas de figure aujourd'hui où j'ai dû récupérer chez le client, ils ont créé des fiches info achat par erreur avec le mauvais code fournisseur. Et il a fallu faire rapidement recharger le Migration Cockpit avec ces mêmes articles-là, mais avec un autre fournisseur. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a des questions. Ah oui, juste pour finir sur ce sujet, là, la commande, vous l'avez faite en manuel. Si on avait Oui, lancé un MRP, il aurait généré une une DA de demande d'achat. sous-traitance. Alors, non, il t'aurait généré une demande d'achat classique. Pourquoi? Parce que si tu veux qu'il te génère par défaut, le MRP, une demande d'achat de sous-traitance, il faut bien mettre le special stock qui se trouve dans la vue MRP2 ou dans ta fiche produit à code 30. Sinon, par défaut, SAP te dit non, tu peux faire soit, alors en premier, il va te générer un OP parce que tu as dit dans le système, ça peut être bourse, soit interne, soit externe. Et après, à toi de savoir si tu fais l'option, je préfère faire une commande d'achat, enfin plutôt une demande d'achat ou un ordre de fabrication. Et après, tu as DA, tu veux dire, est-ce que je fais un achat classique ou je fais un achat de sous-traitance? Voilà. On va s'amuser, je crois, Ah avec cette. il y a plein Euh, d'options, hein. ok, il y a plus de main levée là, parce qu'on a 2, 3 questions Novatech. Si on a le temps, sinon on les garde pour la semaine prochaine. Tout dépend si c'est des questions simples ou des questions longues. Alors, la première, c'est qu'on a enfin un plan de charge. Si vous voulez aller le consulter, il est disponible sur Novatech. D'accord? La deuxième, c'est on se pose des. Alors, la deuxième, oui, on aimerait que vous nous consacriez vous l'aviez dit, hein, une séance au S-Pro. Parce que comme tous les modules là, ils sont partis pour voir comment ils vont configurer leur module, ça Oui. serait bien qu'on fasse un tour avec vous Ouais, dans le dans S-Pro. ce cas-là, on prévoit mardi une revue de comment on fait du paramétrage. Ok. Et le dernier point concerne quel est le bon usage pour la création des articles et des business partners? Qu'est-ce qui se fait en société et comment on va le gérer dans Novatech? On va dire, qui est-ce qui va créer en fait? C'est ça la question. Alors, dans les entreprises, souvent, on a alors, deux cas de figure. Soit tu es dans une grosse entreprise, et dans ce cas-là, tu vas avoir un service qui est dédié. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ne gèrent que les master data. C'est-à-dire que ce n'est pas des approvisionneurs, ce n'est pas des personnes qui sont au customer service. Ils ne font que la gestion de la master data. Donc, ils te créent les gammes, les nomenclatures, les postes de travail, tout. Donc, C'est les c'est un data service. spécialistes là, le nouveau métier? Oui, c'est ça. Ok. Donc, eux, ils ne font que ça. Dans les entreprises, comme sur du cloud public, c'est souvent, j'allais dire pas n'importe qui, mais ça peut être les approvisionneurs, ça peut être les acheteurs, ça peut être les personnes qui sont au customer service. Tu n'as pas une personne qui est à proprement parler un pur master data spécialiste. Et c'est peut-être ça, des fois, le fait que c'est pas des gens qui sont en pleine maîtrise de tout ce qui peut exister dans la donnée de base. Et je parle uniquement pour les entreprises qui utilisent du cloud public. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir la connaissance très fine d'un master data spécialiste qui est un expert de la master data. Alors qu'une personne qui ne fait pas que ça va être un peu comme un médecin, un cardiologue et un médecin généraliste. C'est toujours le même principe. Le médecin généraliste, il va être capable de te faire un diagnostic et de créer une donnée de base, mais de te dire, rentrer dans le détail, te dire, comme je viens de te dire, ok, lorsque je veux faire de la sous-traitance, je dois penser à mettre un stock spécial 30. Ah oui, mais si je veux que le MRP génère en automatique, il faut que je pense à cocher automatique. Ah oui, si je veux faire aussi avec de l'ATP check particulier, tiens, que je dois penser à ça. Tu vois, voilà la différence. Donc pour Novatech, on peut décider d'accorder les droits de création AMM et APP, et puis chaque module complétera ses vues, en fait, les vues dont il On a peut besoin. très bien avoir une ségrégation comme des services, te dire, ok, on a une personne qui va s'occuper de gérer que la partie données de base 1, 2, et après, comme dans une fiche article, tu as la partie
ADV, bah, ça va être le Customer Service qui va le gérer. Les vues MRP, bah, c'est nécessairement les gens de la prod. La D'accord. comptabilité va gérer ça. Et Ok. donc, la logistique va gérer, en gros, les parties gestion des stocks. Voilà. Encore une et après j'ai fini. Et tout ça, il faut que je l'écrive dans le process pour SAP Activate. Dans les Bah, process. on met tout dans SAP Activate, c'est ce que n'importe qui doit. Tu as un débutant, tu as une personne qui arrive sur demain sur de l'AMS, par exemple la TMA, bah, il doit comprendre la mécanique, de dire ah ok, donc dans la méthode Activate, bah, typiquement on va te définir quelles sont les règles de codification. Ok, les FERT, ils sont tous créés sur une tranche de numéro interne. Ah, on a des exceptions, pof, quelles sont les exceptions? Voilà. Donc, le DCD, déjà dans le DCD, tu as toutes ces informations-là, hein. Dans un DCD, si tu vas parler, te dire bah, quelles sont les règles de codification pour la gestion de tes fiches produits. Voilà. Tu dis bah, rien de particulier, on utilise le standard, ça c'est bon. Si vous dites bah, tiens, on a créé un Z quelque chose, bah, faut l'indiquer dans ton DCD. Le DCD, il est souvent là pour faire de l'exception. Un DCD, il va te dire je crée ma structure organisationnelle et tous les points de paramétrage que vous faites en écart. Les points de paramétrage qui sont standards, on ne va pas les remettre dedans. Sinon, tu fais de la doc qui ne sert à rien. Donc, à chaque fois, le DCD, c'est structure organisationnelle super important et tout ce qui est que vous avez géré, tous les points de paramétrage que vous avez créés, ajoutés, modifiés. Voilà. Parfait. Et après, surtout les règles de gestion. Ça, c'est même le plus important. Ok. Et ça, vous devez les gérer parce qu'à un moment, vous allez devoir utiliser le Migration Cockpit. Voilà. J'ai fini. Il y a d'autres mains levées. Merci pour toutes les réponses. Pas de rien, c'est normal. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a d'autres mains levées là. Ah, moi, je ne les vois pas. Darius. Oui. Moi, c'était au fait sur le workflow flexible que tu avais montré rapidement. Oui. Au fait, tu avais deux pointes, tu as deux radio-boutons. Au fait, en standard, quand je installe SAP comme ça, il se met par défaut sur le bouton ou c'est à moi qui suis consultant d'aller paramétrer ce truc-là en workflow flexible? Ah non, mais le radio bouton, c'est uniquement après pour sélectionner le workflow que tu souhaites consulter. Quand tu dis le radio bouton, c'est-à-dire que là, je vais En fait, manage. tout à l'heure, tu as montré, tu disais si par exemple je cochais pas, si le premier était pas coché, donc du coup, au fait, il attendait, au fait, la commande était en Ah non, non, validation c'est d'attente. là ici, Oui, par rapport à ce radio bouton-là. c'est Non, ça, c'est uniquement si par exemple je veux faire ça et je veux par exemple simuler, copier. Ça me sert uniquement à ça. Si je veux d'accord. activer, désactiver. Voilà. Tu vois, si par exemple je Ok, prends celui-ci, là, je peux ok, cliquer sur désactiver. Ça sert ok. uniquement à sélectionner, ça n'a aucun autre impact. C'est pas pour me dire ou pour définir l'ordre, je sélectionne celui-ci, je clique sur Define Order, et après, je peux dire, bah tiens, celui-ci, je le mets en deuxième position. Si je fais par exemple ça, par exemple, celui-ci, même s'il est actif, il ne sera jamais déterminé. Pourquoi? Parce qu'en premier, je lui dis, confirme-moi, enfin, valide-moi en automatique toutes les commandes. D'accord. Bah, puis, si je fais ça, je sais que mon Flexible Workflow, il ne sert à rien, mon deuxième là. Et SAP, en fait, il fonctionne comme pour les enregistrements de conditions. Il va vérifier le premier, il trouve Mhm. quelque chose, non. Il Ok. passe au deuxième, puis au Deuxième. troisième. Voilà. Ok. Et and so on. Donc si vous mettez bah, Ok. des fois dans le mauvais ordre, ça a un impact parce que le système, lui, D'accord. voilà. Mais le radio bouton, non, c'est pas, Ok. c'est livré comme ça. Ok. C'est ce qui est important, c'est l'ordre que j'ai défini en fait, c'est tout. Tout à fait. Ok. C'est c'est surtout ça, l'ordre. Ok. Est-ce que, dernière question, et c'est sur les projets où t'es intervenu, tu as déjà vu la mise en place de Workflow Flexible sur le S4 ou pas encore? Oui, comme j'ai déjà fait 8 projets S4, oui, sur les 8, c'est toujours moi qui ai fait les flexible workflow. D'accord. Donc oui, je pense avoir une bonne maîtrise et surtout des flexible workflows avec la gestion de custom fields, de custom logic, de préconditions. Donc non, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent justement pour que je leur explique comment fonctionnent les flexible workflows. Je crois D'accord. qu'on avait prévu Moi, une session pour nous aussi sur ce sujet-là. ouais, j'aimerais bien aussi parce que
J'avais déjà touché au fait le premier, au fait les circuits de validation classiques avec les classes, voilà, les places de numéros, des tranches de montant ou des choses comme ça. Et j'aimerais bien aussi voir comment marche le Workflow Flexi. Oui, ça je peux vous Merci. montrer, mais ce que vous aurez chez les clients, c'est pas ce que je vais pas pouvoir vous Non, montrer. non, c'est juste une idée, au fait. Au fait, Ah c'est bah, juste c'est pas, après le reste, bon, on cherchera, mais c'est juste pour voir le truc rapidement, en fait, c'est tout. Mais après le non, reste, les flexible workflow, le plus important, c'est ce que vous allez trouver. Alors, pas ici, toc là, cette property, release, c'est ça, agent determination by body. Parce que ce que ok, veulent savoir les clients, c'est de se dire, ah oui, mais quelles sont les règles d'exception? Et d'accord. donc après, de savoir bah, comment gérer avec une custom fields ou une custom logic. Et notamment parce qu'il y a des clients qui te disent, ah oui, mais là, ici, dans les conditions, ce qu'on appelle les préconditions, est-ce qu'il est possible d'en ajouter? La réponse, elle est oui. Donc c'est ça aussi, quand vous faites des flexible workflows, il faut aussi intégrer la notion, et qui est super importante dans S4HANA, c'est ce qu'on appelle les custom fields et les custom logic, lorsqu'on veut rester sur du clean core. C'est-à-dire que C'est même quoi quand les vous êtes dans questions fille et questions logiques, c'est quoi? les custom fields, ce sont des zones dynamiques qu'on peut Ok, ajouter dans les tuiles Fiori. Et les custom logic, c'est ce qui ressemble, enfin, c'est en fait des baddies qu'on active dans d'accord. SAP. Par exemple, tu ajoutes une custom fields et tu veux ajouter dans cette custom fields là une valeur, bah, tu vas utiliser une custom logic. Ok, Donc c'est à l'intérieur, c'est comme un user exit que tu actives, mais là ça s'appelle une baddie, pour pouvoir gérer des zones dynamiques et les alimenter. ok. Ça reste une body, quoi. Ok, très bien. Il faut juste après avoir quelques connaissances sur ce que c'est une vue CDS, des choses comme ça. Donc c'est les à savoir. Donc les flexible workflow, oui, c'est un truc que je peux vous montrer, ça c'est pas un souci. Très bien. Et Merci après, il beaucoup. faudrait préparer au moins des cas d'usage, parce que moi, si vous me dites, bah tiens, je voudrais savoir un flexible workflow avec un rôle, un flexible workflow C'est ça. avec Moi, des barèmes, voilà. voilà, c'est un cas comme ça, par exemple, j'en ai déjà fait, hein. Je faisais avant, effectivement, je passais par les classes comme ça et j'attribuais des rôles. En fait, j'attribuais des rôles à chaque utilisateur pour pouvoir valider ou sa commande ou sa demande d'achat, en fait. Et Tout à donc, fait. ouais. Et en fait, c'est ça, c'est le principe que je veux savoir, en fait. Est-ce que dans le workflow flexible, effectivement, tu as une notion de rôle, une notion de, etc., ou cette partie est bypassée ou Non, ça existe, non. plus, je sais pas. Tu as agent, tu as ici manager of the last approver, manager of workflow initial, et après tu as ce qu'on appelle des tuiles qui s'appellent Manage Team and Responsibility, qui te permet en fait de regrouper dans la partie ici Strategic Purchasing ou Operational Purchasing, de regrouper des utilisateurs. Et tu as aussi la partie Workflow Administration. Administration, ok, très bien. Donc tout ça, oui, c'est bien prévu. Donc sauf que Ok. et donc soit tu as ce qu'on appelle via role, c'est ce qu'on appelle du dynamic, ou tu peux mettre des users statiques, c'est-à-dire bah tiens, hop là, je veux que la commande soit approuvée par un user qui soit un user unique, sans passer. Voilà. Hmm. Ok. Voilà. Donc on peut voir ça Super aussi. précis. Ok, très Alors bien. plutôt mardi dans ce cas-là le SPRO et mercredi voir le reste. Mais à chaque fois, hein, vous êtes libre de choisir ce qu'il y a au programme, hein. C'est le principe. Moi, si vous ne mettez rien au menu, à la carte, moi Ok. je continue à dérouler des scope items. À partir du moment où vous Mais c'est mettez dans. bien. C'est Non, c'est bien de bien. dérouler aussi parce ça va nous intéresser. Les workflows, on n'y est pas encore, mais Ouais, c'est ça. Ouais. vous pouvez le mettre au programme, il n'y a pas de souci. On peut le mettre à la fin, hein, les Scott items, après le workflow, on peut le mettre à la fin. C'est pas grave. Ok. Ok. Il y a encore une main levée, c'est Marius. Ah non, c'est moi qui parle, donc c'est Ah, pas grave. pardon. Oh, ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais. Pas de rien. Merci C'était pour plutôt tout. Romuald qui avait levé la Ah, main. Ah oui. Ouais, ouais, je l'ai baissé, mais je pose ma question, merci. Ah, ok. En fait, dans le cas où on a plusieurs versions de production, je me savoir s'il y avait une transaction qui permettait de voir le coût de chacune d'entre elles. dans quel sens le coût Ah bah, je sais que dans pour une faire un- production, oui, donc dans une version de production, il y a
la nomenclature et la gamme. Donc, juste savoir, bah, ça me coûterait tant de matériel si je prenais la version 1, ça me coûterait tant de matériel plus main-d'œuvre si je prenais la production version 2. Donc, c'est juste pouvoir faire son choix par rapport au coût total, en fait, de chacune des versions. Ah bah, tu voudrais faire des calculs de coût de revient se basant sur tes versions de fabrication, c'est bien ça? J'aimerais faire un choix sur les deux, peut-être aller sur le moins cher, dépendamment de ce que je cherche, et puis faire mon choix par rapport au coût de chacun. Oui, c'est ça. Ouais, mais le système, on ne fait pas des versions de fabrication en fonction du coût, parce que sinon, on n'en choisirait qu'une seule. Chaque version de fabrication a plutôt une utilité pour la prod. On ne raisonne pas nécessairement à se dire, ah bah tiens, cette version de fabrication, elle représente un coût de 50, et cette deuxième version de fabrication représente un coût de 52. Bah, on aurait tendance, si j'étais un cost killer, dire, bah non, bah, dans ce cas-là, on n'utilise jamais celle qui a 52, parce qu'elle me coûte plus cher. Ok. Euh, Mais bon, toi, de manière générale, comment je peux voir, mis à part euh, la version de production, voir bah, ce produit-là, si lance un an de fabrication, il me coûterait tant. alors, bah, faut que je regarde ça, que je Ok, te dise ça. ça marche. Merci. Je note aussi pouvoir dissocier des calculs de coûts sur les variantes, enfin sur les versions de fabrication. Ok, je le note. Merci. J'ai une question, si ça va pas prendre beaucoup de temps. Tout à l'heure, tu étais passé sur comment dire, la planification des jobs. Oui, Est-ce qu'on peut revenir dessus ou pas? Sinon, on voit la semaine prochaine. bah, dans SAP, c'est l'application job. Oui, Donc, donc c'est cette application-là qui permet d'avoir, c'est l'équivalent de la SN36 et 30 et C37. tout à fait. C'était pour voir en fait les conversions des DA en commandes automatiquement à un moment donné ou sinon les autres planifiés en ordre de fabrication. Tu nous avais présenté un job où au fait c'était Bah, marqué en rouge. Oui, oui, donc ici, tu peux gérer, là par exemple, tu vas chercher oui. le job qui correspond à la conversion automatique. Ici, c'est tu regardes, Et ma question, c'est lorsque en fait, tu nous avais montré les jobs et disant effectivement que celui enfin, qui a programmé un job, s'il n'est plus dans l'entreprise, tout à fait. ça peut poser problème. Ben, je suis dans ce cas aujourd'hui, j'ai programmé des jobs qui fait des conversions, enfin des lancements des ordres de fabrication, enfin des ordres de fabrication qui étaient créés en release. Et donc, c'est une bonne remarque. En tout cas, je vais avertir les personnes disant que si je suis plus là, ils vont avoir Bah, du mal. c'est simple, tu regardes quand tu es sur l'application job, tu regardes en premier, c'est ça, c'est user error ou fail. Donc quand tu regardes ça ici, bah, tu auras nécessairement le job qui sera en En erreur erreur? avec le message Oui. user error. Bah, après, c'est OK. relativement simple, hein. Tu sélectionnes celui-ci qui est nécessairement schedulé et tu Oui. auras juste à faire copie. Mais la règle étant, c'est tu te connectes avec le compte admin et D'accord. tu fais ça sur le compte admin. Et tu es sûr qu'en étant sur un compte de admin ou un compte de service, bah, un compte de service, c'est assez rare qu'on y touche. OK. Voilà. Donc regardez toujours quand il y a un souci, c'est user error ou failed. Ça, vous êtes sûr que ça, c'est les comptes qui ont été supprimés ou qui sont en fin de validité. D'accord. Voilà. Merci. Bah, de rien. Bon, bah, je vais vous